Bonjour, comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Ta couleur préférée? Trois défauts majeurs, ta nationalité? Et rajoute-moi la couleur de tes sous-vêtements. De ce que vous pouvez voir, il existe beaucoup de questions de présentation différentes. Elles sont ce que vous rencontrez en premier quand vous apprenez une langue. Elles ont toutes des objectifs, contextes et utilisations différentes. Elles sont incroyables, vastes et méritent d'être analysées. Mais est-ce que vous y avez déjà vraiment pensé? Moi, oui, malheureusement. Je suis moi-même. Et voici le metagame des questions de présentation. D'abord, qu'est-ce qu'une question de présentation? Très simple, c'est une question qui permet de connaître plus d'informations sur l'autre. Quel est ton prénom permet de savoir le prénom, ton âge, l'âge, ta couleur préférée, la couleur préférée, etc. À partir de ce moment, je raccourcirai question de présentation par question, car c'est très long. Mais avant de rentrer dans l'analyse, je dois dire deux choses. Premièrement, je ne parlerai pas des questions ennuyantes comme celle-ci. Je n'ai juste rien à dire à propos d'elle. Genre, quel est votre prénom est une question simple, courte et efficace. Elle permet de connaître le prénom de l'autre. Maintenant, quel est votre âge est une question courte, simple et efficace. Elle permet de... C'est juste ennuyant et ne sert à rien. Deuxièmement, c'est quoi une bonne question de présentation? C'est assez important à savoir. Pour l'instant, on va les simplifier en deux variables. Le taux d'information et le taux de réponse. Il y en a d'autres, oui, mais on va les voir plus tard, vous en faites pas. Une bonne question permet de savoir le plus d'informations possible, mais en touchant le moins de choses privées, pour que l'autre réponde le plus possible. Par exemple, quelle est la couleur de tes sous-vêtements est une mauvaise question, car elle donne peu d'informations. Personne se dit « Waouh, t'as des caleçons verts !» J'adore ta personnalité. On peut devenir meilleur ami pour la vie. Et c'est très privé comme question, ce qui fait que tu ne répondras sûrement pas. Alors que, quelle est ta couleur préférée est une meilleure question. Personne n'a honte de sa couleur et la considère comme privée. Mais encore une fois, il y a peu d'informations. Il existe la théorie des couleurs, oui, mais c'est pas très précis et ça ne peut faire monter le taux d'information qu'à un point. En parlant de tout ça, je regroupe ensemble toutes les questions qui ont cette structure. Comme on a dit avant, la question n'est pas précise. Et les gens ont essayé de remédier à ça en remplaçant couleur par d'autres mots. Film, musique, chanteur, comédien, plat, dessert, etc. Mais toutes ces nouvelles questions sont tombées dans un de deux pièges. Le piège de la question trop spécialisée. Exemple, quelle est ta plante préférée? Bien que la réponse universellement reconnue et acceptée est le champignon, peu de personnes ont eu cette réflexion, ce qui donne la réponse la plus ennuyante. Je sais pas. Toute question de présentation qui donne comme réponse je sais pas est une mauvaise question car elle ne donne aucune information. Le deuxième piège est le nombre trop gros de choix et la mise à jour des réponses. Exemple, quelle est ta musique préférée? Cette question relève plus de la culture et des connaissances de l'individu que sa personnalité ou ses goûts. La réponse de quelqu'un peut changer du tout au tout au cours d'une journée. Il faut juste qu'un artiste sorte une musique divine ou que tu découvres une autre meilleure et ta réponse change. Cela rend la question très ponctuelle et superficielle. Il existe un dernier problème avec toute cette structure. Si la personne est aveugle, ou n'aime pas la musique, ou ne regarde pas le cinéma, ou ne trouve aucune série qui le représente, peu importe ce qu'il répond, cela ne sert à rien. Ces questions sont des QCM, questions à choix multiples. Ils ne laissent aucune place à la créativité et sont restreintes par eux-mêmes. Si vous voulez quand même faire une question de ce type, je vous invite à choisir une catégorie limitée et simple et à rajouter une partie ouverte comme « Quelle est votre couleur préférée ?» et « Pourquoi ?» Cela enlève la majorité des problèmes. Même si la personne est aveugle, elle peut vous dire une couleur et vous dire des symboliques beaucoup plus précises que la théorie des couleurs. La seconde partie est une invitation à redéfinir le terme que vous avez choisi, à enlever son sens de couleur et à le remplacer par un sens de personnalité, d'atmosphère, à redéfinir son sens fini dans le sens qui est le plus important et personnel de l'individu. De plus, vraiment, si votre couleur préférée est votre couleur préférée parce que vous la trouvez jolie, alors c'est pas une bonne couleur. Parce que toutes les couleurs sont jolies. Elles sont toutes magnifiques, merveilleuses, exceptionnelles.
Et vous choisissez une d'elles, presque au hasard, parce que vous trouvez une plus jolie que les autres. On parlait de quoi déjà? Ah oui, les questions libres. C'est une question de connard. Je ne vais pas le cacher. C'est la question piège par excellence. C'est une question où celui qui pose la question ne juge pas l'information, mais le type d'information qu'il reçoit. La vraie question est: qu'est-ce que tu trouves d'important dans ta vie et qui te constitue? J'ai même fait toute une vidéo sur cette question. Le vrai problème est qu'il n'y a pas de bonne réponse, que de fausses. L'objectif du receveur est de faire le moins pire. De plus, cette réponse est différente pour chaque questionneur. Un l'utilisera pour connaître ton prénom, l'autre pour tes connexions, l'autre pour ton travail, et enfin l'autre la posera en tant que question rhétorique condescendante. Si tout cela vous fait mal à la tête, utilisez ma technique. Répondez à l'interrogation « Moi ». Qui es-tu? Moi. Cela permettra à l'autre de savoir que vous êtes stupide, ou dites-vous que vous êtes existentialiste, et que rapprocher un humain à des mots est ignare et insultant, que vous, un être humain, êtes beaucoup plus qu'un métier ou qu'une activité ou qu'une couleur, que vous êtes simplement vous-même, car rien ne qualifie mieux votre identité et vos expériences chaotiques. Pourquoi cette transition soudaine? À cause de cette question. Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr, qui ne la connaît pas? Elle est passée sur toutes les séries, livres et même réseaux sociaux qui parlent de près ou de loin du travail. Elle est victime de sa gloire. Maintenant, si je vous pose cette question, vous aurez des dizaines de réponses à choisir, toutes plus arrogantes et drôles que la dernière. Tout ça pourquoi? Vous ne donnez aucune information de vous-même. C'est encore pire que je ne sais pas. Et ce sera la même chose avec qui es-tu maintenant? S'il vous plaît, les questions de présentation sont les questions les plus intimes et personnelles du monde. Un mot ne peut sûrement pas vous décrire. Mais aucun mot ne pourra jamais décrire vous, votre voisin, et toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Les réponses doivent être privées, et non réplicables par d'autres. S'il vous plaît, si vous voulez avoir une réponse cool et amusante, faites-la vous-même. Montrez aux autres que vous êtes amusant, pas un influenceur. La popularité de cette question a créé des codes de triche permettant d'avoir de meilleures notes. C'est pour la même raison qu'il y a une controversie sur le test de QI. Des personnes peuvent s'entraîner ou juste être spécifiquement bon à ce type de questions et obtenir un score qu'ils ne méritent pas. Maintenant que c'est dit, quels sont vos 3 défauts principaux? Le taux d'information de cette question est nul, car peu importe la réponse, j'y crois pas. De plus, le taux de privé est haut, car les défauts sont extrêmement personnels, et ça peut certainement détruire des atmosphères et des conversations. Cite 3 de tes défauts. Oh, moi je suis sexiste, raciste et transphobe. Non, je suis quand même plus radin que transphobe. De plus, cette question est fermée, comme la première. C'est bien que tu sois méfiant, mais pourquoi? Car quelqu'un t'a trahi ou car t'es un complotiste? Bien sûr, des personnes diront que pour bien répondre, il faut ouvrir la conversation. Mais comment suis-je censé savoir que vous voulez des preuves pour ma couleur, mon âge et mes défauts? Si vous voulez une réponse précise, demandez-la d'une façon claire et concise. Ne cachez pas de sous-entendus ou de pièges. Je trouve que cette question est une horreur. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Affreux. La syntaxe est... Je sais pas. J'ai pas fait d'études de lettres, mais je souffre. C'est un bon moment pour vous rappeler que je n'ai fait aucune étude de français, linguistique ou n'importe quel autre domaine qui me donnerait un statut dans ces questions. Je suis une petite merde, ok? Ensuite, cette question est l'inverse du premier groupe. Le premier groupe recherche un objet précis dans une catégorie, alors que cette question recherche une catégorie importante à l'individu. En effet, cette question va très bien avec la première, car si quelqu'un vous répond « la musique », vous pouvez enchaîner avec un « quelle est votre musique préférée ?» Mais vraiment, qui va dire la musique? Ou les films? Ou les célébrités? Ouais, beaucoup de monde, mais c'est pas les réponses recherchées. Si vous vouliez une réponse comme ça, il vaut mieux un « qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?» Et encore, cette question évalue votre sens poétique, littéraire. C'est la version simplifiée de « quel est le but de la vie? Pourquoi vivons-nous ?» C'est une question extrêmement profonde. Et je vous conseille à y penser dès maintenant. J'ai l'air d'un connard, mais c'est normal.
C'est sûrement la raison pourquoi tu as regardé cette vidéo. Ce sont les stars, avec des codes de triche partout sur internet. Elles m'énervent parce qu'elles cachent les questions plus intéressantes et sont honnêtement toujours dans le même but. Savoir si le candidat sait réfléchir, s'il sait s'autocritiquer, s'il a de l'expérience, s'il est prêt à travailler, avec des questions comme « Que ferais-tu si... Si vous savez réfléchir et improviser, si vous êtes honnête, mais pas trop, et si vous n'êtes pas un connard complet, ça doit pas être trop dur. Peut-être faire quelques recherches sur le poste et se préparer aux questions typiques. Et ça va le faire. Mais je peux vous aider si vous voulez la technique parfaite. Pas une bonne technique. La technique parfaite. Voici comment faire. Premièrement, utilisez les premières questions pour connaître votre questionneur. Vous devez savoir tout sur lui. A-t-il une famille? Que fait-il durant son temps libre? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ensuite, utilisez ces informations dans les questions à venir. Sa couleur préférée, le bleu? Tiens, moi aussi. Alors il aime ce groupe? Je suis allé à leur dernier concert. Votre objectif est de casser son rythme et de faire passer l'interrogatoire à une discussion d'égal à égal. Bien sûr, si l'autre est strict et sévère, alors faites ceci à propos du travail, ou de même. Enfin, c'est la dernière étape, et la plus importante. Celle qui va dire si ça fonctionne ou pas. Passez-lui un petit pot de vin sous la table. Là, s'il n'a pas une vue magnifique de vous, peut-être que c'est juste pas le bon travail, hein, je sais pas moi. C'est souvent la dernière des questions. C'est la question quand vous n'avez plus rien à demander, mais vous voulez finir sur une question plus intéressante que vous voulez quel salaire. C'est aussi l'une des plus importantes pour le recevoir. C'est cette question qui va montrer s'il est intéressé ou pas, s'il a des doutes, s'il se projette dans l'avenir, et s'il sait penser au futur. C'est le moment de comment poser des questions parfaitement. Les questions simples et les questions de présentation. Les questions sont utilisées en fonction d'un sujet précis, alors que les questions présentatoires sont utilisées quand le sujet est l'un des individus ou qu'il n'y a pas de sujet totalement. Quand vous posez des questions, il faut que ça soit toujours à propos du sujet. Sinon, ce sera compté comme hors sujet et la personne ne vous répondra pas. Vous cherchez des réponses claires et précises. Comme je l'ai dit avant, ne cherchez pas à faire des sous-entendus. Ça complique juste la collecte d'informations. Donc, en gros, un répondeur va essayer de répondre ce que l'autre veut entendre, et le questionneur va essayer de cerner l'autre. Pour le premier, des personnes diront que non. Une bonne réponse est une réponse vraie. Mais non, une bonne réponse, du point de vue du répondeur, car c'est lui qui va la prononcer, la dire, est la réponse qui lui donne le plus de bénéfices. Si un meurtrier est dans un interrogatoire, il va logiquement nier les faits, pour que peut-être, par chance, il ne se fasse pas incarcérer. C'est pour cela que je conseille dans ma réponse parfaite de connaître plus du questionneur. Au contraire, le questionneur a pour objectif de cerner l'autre, sa personnalité, ses actions, son histoire, sa vie, ses relations, son point de vue, etc. Le problème est que des fois, la meilleure réponse est de ne pas répondre, ou de ne pas répondre clairement. Par exemple, les politiciens. Pourquoi? Pour 3 raisons. La réponse peut être fausse, la réponse peut attaquer des acteurs, la réponse peut contredire une déclaration antérieure. Cette différence entre les deux parties rend toutes les interviews télévisées en champ de bataille. Des champs de bataille que nous pouvons observer bien au chaud sur nos canapés. Est-ce que toute l'évolution humaine était pour ce moment? Que je suis fier de faire partie de cette société. Ai-je un problème avec ça? Non. Non, c'est la suite logique des médias, de la politique, et de toute notre espèce en général, honnêtement. La seule manière de changer cela serait de faire une révolution journalistique ou politique. Par contre, il y a un truc que je ne suis pas d'accord. Ok, c'est une guerre, mais dégrader l'image de son interlocuteur en l'insultant ou autre est, en toute sincérité, un coup sous la ceinture. C'est même marqué dans la Convention de Genève. Les personnes protégées ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur honneur. Elles seront traitées en tout temps avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. Peut-être que la convention ne s'applique pas ici.
Peut-être, mais ça ne change pas mon argument. Si j'étais vous, je ne me rapprocherais pas de Genève pendant un petit moment, au cas où. Ah, je m'excite facilement, non? Vous savez quoi? On va prendre une petite pause là. Il fait quand même beau là, non? Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? On entend beaucoup dire que c'est une question qui ne sert à rien, car tout le monde dit qu'ils vont toujours bien. C'est vrai d'un côté, mais pour moi cette question ne sert pas à connaître l'état mental et physique de l'autre, mais plus à leur demander s'ils ont besoin d'aide. Si je pose la question et vous me répondez non, j'ai la diarrhée, je m'attends à que vous me demandiez quelque chose, que je fasse une action pour vous ou autre. Le truc, c'est que cette question est très privée, et que tu ne vas pas dire à toutes les personnes dans la rue que tu souffres. La seule raison que quelqu'un révèle ses problèmes ou ses failles, c'est qu'il a besoin d'aide. La seule chose qui vous empêche de dire la vérité est vous-même. Personne ne va vous insulter ou ne pas vous écouter si vous êtes sincère. À part peut-être moi, hein. Mais je suis un connard aussi. Ouais. Pour finir, j'aimerais parler de la question parfaite. La question parfaite est d'abord la question qui répond à toutes ces caractéristiques. D'abord, cette question doit obtenir le plus d'informations possible. De tout mon savoir, et de toutes les questions utilisées à notre époque, c'est qui es-tu qui l'emporte. Mais il faut le restreindre. Il faut que toutes les personnes aient la même compréhension de la question. Pas de sous-entendu, je vous rappelle. Quel est le mot qui te définit? Non, non, non. Car comme on l'a dit plus tôt, un mot ne peut caractériser une personne entièrement. À part si on est dans une histoire mal écrite. Les personnes sont complexes, et prendre qu'un seul mot jetterait beaucoup d'informations par la fenêtre. Ce qu'il faudrait, ce serait une signature. Une signature, oui. Pas une signature administrative, mais une signature sociale, culturelle. Une signature que seuls vos proches et vos amis vous demandent. Mais une signature n'est pas qu'un gribouillis. Pour qu'une signature soit une bonne signature, il faut qu'elle soit créée par l'objet qu'elle représente, qu'elle soit invariable, par l'humeur ou la situation de la personne, ce qui rend les signatures vocales et sonores assez faillibles. Mais si vous avez un talent avec la vocalisation et que vous pouvez rester invariable, faites-le, hein. Cela donnera encore plus d'infos sur vous. Et enfin, la signature doit être la plus singulière possible. Ce qui veut dire que vous ne devez pas avoir la même que votre voisin ou vos amis. Pour résoudre ces problèmes de copie, pour ma question, je mets en place la règle du duel. Si deux personnes ont le même signe, alors ils se battent. Shifumi, duel à l'épée, combat à mort, etc. Et le perdant doit rajouter un signe après celui de base. Mais maintenant, on tombe sur le problème du trop gros nombre de choix. Le nombre de signes possibles est inimaginable. Et en plus, il y a les règles de duel qui compliquent encore plus tout. Mais je ne pense pas que c'est un problème dans ce cas. Quand vous répondez à la couleur préférée, vous pensez instinctivement à une couleur, puis vous l'expliquez. C'est comme ça que la plupart des gens répondent à ce type de questions. Mais pour la signature, vous devez d'abord penser à ce que vous voulez représenter de vous-même, puis à comment le représenter. Cette réponse en 2 étapes réduit considérablement le choix. Si vous pensez que cette question est débile, je vous comprends, vous êtes normal. Mais ces signatures culturelles existent déjà vraiment. Si une femme porte le voile, vous savez de quelle religion elle est. Et si une autre personne fait une croix sur son torse, alors vous savez aussi ses centres d'intérêt. La seule différence, c'est que ces signes sont des signes collectifs et pas individuels. Par contre, en tant que créateur, je veux que mon signe, le point, reste libre. Laissez-moi un peu d'honneur, ok? Je suis pauvre et affamé. Laissez-moi ce signe. Mon signe sera que je dessine un point sur mon corps, avec mon doigt. Disclaimer, je n'accepte aucun imposteur et aucun duel. C'est ma signature, ok? Mais alors que sera cette question? J'ai trouvé le truc parfait. Qui est tout? Je suis fier de ce jeu de mots. C'est un mélange de tu, vous et tout. Comme ça, vous pouvez l'utiliser même si vous tutoyez ou vous voyez l'autre. De plus, si vous posez la question et que quelqu'un ne la connaît pas, cela veut dire 99% des gens, vous pourrez juste dire que vous ne savez pas parler et que vous vouliez dire qui es-tu. C'est pas fini?
Ah oui, c'est vrai. C'est quoi une bonne question? Non. C'est quoi une bonne phrase? C'est quoi une bonne langue? Est-ce que le vieux français est mieux que maintenant? Est-ce que le français de France est vraiment mieux que le français québécois ou africain? Qu'est-ce qu'une bonne langue? Et qui peut le dire? Des petites recherches que j'ai faites, extrêmement petites, il n'y a que les Québécois qui se posent la question. Ils se demandent quoi faire avec leur langue. Mais si on garde la linguistique et que les mesures objectives, pas d'éthique, d'esthétique, une bonne langue est une langue qui suit les conventions linguistiques du plus grand nombre. Cela veut dire une langue qui suit les règles de vocabulaire, syntaxe, conjugaison, et bien plus que la majorité des gens connaissent. En gros, si les personnes disent que c'est un mot, une langue ou une question, alors c'est un mot, une langue ou une question. Plus les personnes utilisent et comprennent ce mot, mieux il est. Mais ma question parfaite n'est pas connue, n'est pas utilisée. Donc, ne répond pas aux normes linguistiques. C'est sûrement la pire question. Et alors les meilleures questions seraient les questions ennuyeuses? Quoi? Quoi?